Pendant des décennies, le dogme dominant en médecine sportive, c'était vraiment de dire que les sprinteurs se déchirent les ischio-jambiers parce que le muscle s'étire beaucoup trop sous l'effet de la vitesse. Ouais, c'était vraiment la vision classique, quoi. Voilà, une vision hyper mécanique, hyper simple. En gros, on tire trop sur la corde et paf, elle casse. C'est ça. Sauf que les données récentes montrent que c'est pas du tout ça. Exactement. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que de nouvelles données échographiques capturées carrément sur des athlètes lancés à plus de 21 km/h, elles prouvent l'exact inverse en fait. Mhm. Le muscle se déchire précisément parce qu'il refuse de s'étirer. C'est vraiment un renversement total de paradigme. Je suis fascinée par ces résultats. Les données in vivo montrent que la dynamique interne des tissus pendant un effort maximal, elle contredit frontalement tous les modèles biomécaniques sur lesquels on s'appuie, enfin sur lesquels la prévention des blessures s'appuie depuis près de 30 ans. C'est fou quand on y pense. Et pour comprendre comment toute la communauté scientifique a pu se tromper et surtout comment elle rectifie le tir aujourd'hui, on va s'appuyer sur une publication majeure pour cette analyse en profondeur. Une très belle étude, ouais. Vraiment. L'article s'intitule, alors je lis le titre complet, Fascicle Behavior and Muscle Activity of the Biceps Femoris Long Head During Running at Increasing Speeds. Et c'est tout récent, hein. Ouais, 2024, les recherches ont été menées par Liji Mao, Dahua Ren, Changjun Huang, Xi Wu et Mianfang Guang. C'est publié dans le Journal of Sports Science and Medicine, volume 23, les pages 603 à 610, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Donc, l'objectif de notre décryptage aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer la biomécanique réelle du sprint humain, pour ceux qui nous écoutent et qui sont passionnés par ça, et d'isoler le mécanisme exact de la blessure du chef-long du biceps fémoral. Tout un programme. Allez, décortiquons tout ça. Avant de plonger dans les nouvelles découvertes, je pense qu'il faut comprendre pourquoi l'ancienne théorie tenait la route jusqu'ici. Pour saisir la portée de cette étude, il faut effectivement analyser la faille des modèles précédents. La théorie de la déformation excessive, le fameux strain musculaire dont on parlait tout le temps, elle affirmait que la déchirure survenait lors de la phase de balancement tardif. Le late swing. Exactement. C'est vraiment la fraction de seconde où le membre inférieur est projeté vers l'avant, le genou s'étend et la jambe s'apprête à frapper le sol. Ouais. À ce moment-là, la hanche est fléchie, le genou est en extension. Du coup, l'unité globale, ce qu'on appelle l'unité muscle-tendon, elle atteint sa longueur maximale. Et selon les modèles de l'époque, on pensait que cette élongation globale du système, elle se traduisait directement par une élongation proportionnelle de la fibre musculaire elle-même. C'est ça l'erreur, en fait. Ouais, les chiffres de l'époque avançaient un allongement des faisceaux musculaires de genre 40 mm. Ce qui est énorme. C'est énorme. On estimait que ça représentait 80% de l'allongement total du système. Donc la conclusion semblait super logique mathématiquement. Si le muscle s'allonge de 4 cm en une fraction de seconde sous une charge immense, les sarcomères, ces petites unités contractiles, ils lâchent. Sauf que, et c'est là que le bas blesse, ces chiffres ils provenaient presque exclusivement d'études in vitro. Sur des animaux, non. Ouais, sur des modèles animaux, comme les travaux très connus de Lieber et Frieden au début des années 90, ou alors de simulations informatiques. D'accord. Le problème majeur de ces simulations, c'est qu'elles étaient incapables de modéliser correctement la compliance du tissu conjonctif humain en plein mouvement, c'est-à-dire l'élasticité réelle des tendons et des aponevroses. Tu sais, ça me fait penser à un truc. Se baser uniquement sur des modèles informatiques ou sur des muscles de rongeurs isolés dans un labo pour comprendre un sprinter humain, c'est pas un peu comme essayer de comprendre la suspension d'une Formule 1 en étudiant une charrette en bois? C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. La biomécanique du sprint humain est tellement complexe que ces modèles simplifiés passent à côté de l'essentiel. Et au-delà de la compliance du tendon, il y a aussi un défaut flagrant dans l'approche géométrique des anciens modèles, non? Tout à fait. Modéliser un muscle comme une simple ligne droite qui s'étire entre un point A et un point B, ça ignore totalement l'angle de pénation. Ou inerte, il peut absolument pas reproduire cette architecture hyper dynamique. Oui, parce que le tissu mort, il se défend pas. Exactement. Sur un banc d'essai, si on tire sur un muscle isolé, il s'allonge passivement jusqu'à la rupture. Mais dans la réalité d'un sprint, le système nerveux central envoie des signaux électriques massifs pour rigidifier le muscle. Ouais, il le gaine, quoi. C'est ça. La raideur du tendon et l'angle de pénétration, ils interagissent en temps réel pour protéger les fibres. Donc les anciens modèles informatiques, ils surestimaient la rigidité du tendon et sous-estimaient l'activité neuromusculaire.
ce qui a mené à cette fameuse conclusion erronée des 40 mm d'étirement. Et c'est justement ça qui a poussé l'équipe de Lichimao à sortir des laboratoires de simulation classiques pour mesurer l'in vivo, sur des vrais humains en mouvement. Et c'est là que ça devient bluffant. Grave. Parce que la méthodologie qu'ils ont déployée, elle est d'une complexité technique folle. L'étude a recruté 7 sprinteurs universitaires avec des temps de référence autour de 11,1 secondes au 100 mètres. Donc on parle de vrais athlètes, là. Ouais, ça court vite. Et ces athlètes, ils ont couru sur un tapis roulant motorisé super instrumenté. Il intégrait 2 plaques de force qui mesuraient l'impact à une fréquence de 1000 Hz. 1000 mesures par seconde. C'est ouf! Et ça à des vitesses de 4, 5 et 6 mètres par seconde. Ce qui est fascinant ici, c'est l'utilisation de ce tapis roulant à double courroie avec les plaques de force intégrées. C'est crucial. Ça permet de synchroniser parfaitement les forces de réaction au sol avec la cinématique du corps. C'est-à-dire le mouvement dans l'espace. Voilà. Et pour capturer cette cinématique, ils ont utilisé un système Vicon 3D à 8 caméras. Ça enregistrait à 200 images par seconde le déplacement de petits marqueurs rétro-réfléchissants placés sur le bassin, les genoux, les chevilles. Une vraie symphonie technologique. Totalement. Et en parallèle, ils avaient de l'électromyographie de surface, le MG, pour mesurer l'électricité musculaire, l'influx nerveux. Bon, et il y a la pièce maîtresse du dispositif, l'échographie en mode B, fixée directement sur la cuisse du coureur. C'est le point clé de l'étude. Mais là, moi, j'ai une grosse objection technique. Enfin, une question de candide. À 6 mètres par seconde, ça fait environ 21,6 km/h. L'onde de choc générée à chaque frappe du pied sur le tapis, elle se propage le long du tibia, elle traverse le genou, elle fait vibrer tous les tissus mous de la cuisse. Ouais, c'est un séisme pour la jambe. Mais carrément, comment c'est physiquement possible de maintenir une sonde échographique immobile sur un muscle qui se contracte aussi violemment avec de tels impacts? Le moindre glissement de la sonde, genre de quelques millimètres, ça fausserait complètement les données de l'élongation, non? C'est une super question, et c'est effectivement le défi des artefacts de mouvement qui a freiné l'échographie dynamique pendant des années. Mais les chercheurs l'ont contourné avec une rigueur académique impressionnante. Comment ils ont fait? Déjà, la sonde ne pesait que 130 grammes, c'est très léger. Elle a été positionnée avec une précision clinique exactement à 60% de la distance entre la tubérosité ischiotique, la base du bassin, et la tête de la fibula, au niveau du genou. Et j'imagine que ce point des 60%, ils l'ont pas choisi en lançant des fléchettes. Pas du tout. C'est le ventre musculaire du chef long. C'est vraiment la zone anatomique où la majorité des lésions, les grosses déchirures macrotraumatiques, se produisent chez les sprinteurs. D'accord, donc en plein dans le mille. Exactement. Et pour la maintenir en place, ils n'ont pas juste mis un bout de scotch. Ils ont utilisé une matrice de rubans adhésifs sportifs en éponge transparente, recouverte d'un bandage compressif spécifique, le Coban. Ah ouais, le truc qui colle à lui-même? C'est ça. Mais bon, comme tu l'as dit, la fixation mécanique ne peut pas bloquer la déformation interne de la peau par rapport aux muscles. Bah oui, la peau bouge au-dessus du muscle. C'est là qu'intervient la vraie magie mien. Un logiciel avancé qui s'appelle UltraTrack. Ce système de suivi utilise un modèle de flux optique affine. Attends, un modèle de flux optique affine, concrètement, ça veut dire quoi pour ceux qui sont pas ingénieurs en imagerie? En gros, ça analyse le déplacement des pixels entre 2 images consécutives. Ok. Mais au lieu de simplement chercher un point A qui bouge vers un point B de façon rigide, le modèle affine prend en compte la déformation même de l'image. Il comprend que le tissu sous la peau peut s'étirer, se comprimer ou pivoter. Ah donc, il suit la déformation de la texture elle-même. Exactement. Le logiciel identifie ce qu'on appelle des mouchetures. Ce sont des petits motifs acoustiques générés par le tissu conjonctif à l'intérieur du muscle et il suit leur trajectoire géométrique. C'est super intelligent. Et c'est pas fini. Pour contrer les dérives cumulatives dues aux ondes de choc dont tu parlais, l'équipe a intégré un algorithme de correction des images clés, le KFCA. Oula, encore un acronyme. Oui, mais c'est simple en fait. Cet algorithme compare périodiquement l'image déformée à des images de référence, des keyframes. Ça permet de recadrer l'analyse en permanence et d'annuler complètement le glissement virtuel de la sonde. Donc, grâce à tout ça, le bruit de fond, les erreurs de glissement, tout est éliminé. Totalement éliminé. Bah du coup, maintenant qu'on sait que les données sont hyper fiables, qu'est-ce que ça montre? Au moment critique où la jonde s'élance vers l'avant, la fameuse phase de balancement tardif, Les résultats sont irréfutables. Et ils contredisent totalement les fameux 40 mm d'étirement des anciens modèles. c'est la grosse révélation de l'étude.
L'unité globale muscle-tendon s'allonge considérablement, on est d'accord. Mais les faisceaux musculaires, donc les fibres elles-mêmes, s'allongent presque pas. C'est le choc de cette étude. À 6 mètres par seconde, l'allongement moyen des fibres n'était que de 1,12 cm. 1 centimètre. On passe de 4 centimètres dans les manuels théoriques à un seul petit centimètre dans la vraie vie. C'est ça. En fait, l'allongement des fibres ne représente plus que 20 à 32% de l'allongement total du complexe muscle-tendon pendant le balancement tardif. Mais du coup, qu'est-ce qui s'étire si c'est pas le muscle? Eh bien, c'est le concept central de l'article, le découplage mécanique. L'unité entière s'étire, mais ses composants internes réagissent de manière asynchrone. D'accord. Le muscle se contracte intensément pour figer sa longueur. Il adopte un comportement quasi isométrique, et pendant ce temps, ce sont les éléments élastiques en série, donc le tendon externe et les aponevroses, qui s'étirent et absorbent presque toute la variation de longueur. Attends, c'est comme... dis-moi si l'analogie est bonne. C'est comme promener un gros chien très puissant, genre un molosse, avec une laisse élastique. J'aime beaucoup l'idée. Tu vois, le tendon, c'est la laisse, et les faisceaux musculaires, c'est le chien. Quand le chien bondit ou tire d'un coup, toi, tu bloques la poignée, la laisse s'étire énormément, mais le corps du chien, lui, il s'allonge pas. Exactement. Ses pattes sont ancrées dans le sol, ses muscles sont gainés au max, sa longueur reste figée, c'est vraiment la laisse qui gère la déformation. C'est une excellente façon de l'illustrer. Le tissu conjonctif, la laisse, absorbe l'énergie cinétique du membre pour la stocker sous forme d'énergie élastique, et le muscle, le chien, fournit l'ancrage. Et ça sert à quoi de faire ça? En mode quasi isométrique, la fibre musculaire fonctionne dans des conditions optimales. Elle reste sur le plateau de la courbe tension-longueur, là où le chevauchement entre l'actine et la myosine est parfait pour produire de la force. Et l'énergie stockée par le tendon sera restituée juste après, au moment de l'appui, ce qui fait un effet catapulte essentiel pour la performance en sprint. Ok, mécaniquement, c'est magnifique, mais ça soulève une énorme question. Si le muscle reste isométrique, s'il s'étire presque pas, pourquoi est-ce qu'il se déchire si souvent? L'énigme reste entière. C'est là qu'il faut regarder l'activité électrique du muscle, les fameuses données EMG. Elles mesurent la tension générée. Et elles montrent que pendant ce balancement tardif, le muscle est extrêmement actif. Ah oui, les chiffres m'ont marqué. À 4 mètres par seconde, le muscle s'active à 83% de sa contraction volontaire maximale, la MVC, mais à 6 mètres par seconde, cette activité grimpe à son 16% de la MVC. Voilà. Le muscle est poussé bien au-delà de sa capacité de recrutement conscient pour faire face à la violence du mouvement. Mais attends, voici où ça devient vraiment intéressant et un peu contre-intuitif. Comment un muscle peut-il fonctionner à 116% de son maximum? Je veux dire, mathématiquement, dépasser les 100%, c'est impossible, non? C'est une remarque très juste et ça soulève un vrai débat biomécanique. Il faut comprendre comment on définit ce 100%. La MVC, la contraction volontaire maximale, elle est mesurée de manière statique. Sur une table de laboratoire. C'est ça. Le sujet pousse de toutes ses forces contre une résistance fixe en utilisant uniquement sa commande motrice volontaire. Ok. Or, cette commande volontaire, elle est souvent bridée par notre propre corps. On a des mécanismes d'inhibition centrale, comme les organes tendineux de Golgi, qui empêchent le muscle de générer trop de force pour pas qu'il s'arrache lui-même. Une sécurité intégrée en fait. Exactement. Mais la dynamique d'un sprint, c'est un autre monde. Le système nerveux doit freiner d'urgence une masse en mouvement rapide. L'inertie est massive. Oui, donc le cerveau génère une impulsion neurale transitoire énorme qui outrepasse les sécurités volontaires standards. Waouh. Et en plus, il y a la composante passive du muscle. Quand on étire rapidement un tissu, des structures comme la titine se rigidifient. La titine réagit au calcium et à la tension. Et ça ajoute une force structurelle colossale qu'on ne peut absolument pas reproduire volontairement, calmement, sur une table. Donc, le chiffre de 116%, il indique juste que la tension interne dépasse de loin la force maximale que le gars peut générer par sa seule volonté statique. Voilà. Et si l'on relie cela au contexte plus large, le moment où le muscle tire avec le plus de force électrique, ce fameux pic à 116%, il correspond très exactement au moment où l'unité globale muscle-tendon est la plus étirée. Juste avant l'impact du pied au sol. C'est ça. Les forces s'additionnent de manière critique. Le muscle tente désespérément de maintenir son ancrage isométrique face à une énergie cinétique qui veut l'étirer. La charge imposée à l'architecture interne devient phénoménale.
Et donc on y est, le paradigme de la blessure bascule complètement. Ce n'est pas le strain, la déformation qui déchire les fibres, c'est le stress, la tension extrême. Exactement, ce n'est pas un étirement passif qui casse le muscle. Ce sont les fibres qui cèdent sous la pression incroyable requise pour ne pas bouger. Elles lâchent parce que la force qu'il faut pour rester gainée dépasse la résistance physique de la jonction myotendineuse. C'est dingue. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie pour le monde réel? Pour la prévention, la kiné, l'entraînement sportif? Les implications cliniques sont massives. Ça remet en question la façon dont on évalue le risque. Traditionnellement, pour prévenir les déchirures des ischio-jambiers, on fait faire aux athlètes beaucoup de renforcements excentriques lourds. Ouais, le fameux Nordic hamstring. Tout à fait. Le but, c'était d'entraîner le muscle à générer de la force tout en s'allongeant. Mais si l'on admet que les faisceaux du biceps fémoral se comportent de manière quasi isométrique à haute vitesse, l'entraînement excentrique pur, il ne reproduit pas la vraie biomécanique du sprint. Exactement. Il entraîne le muscle à s'allonger sous charge, alors que son vrai boulot sur la piste, c'est de se figer sous charge. Il y a un problème de spécificité mécanique. C'est clair, les programmes préventifs gagneraient vraiment à incorporer des sollicitations isométriques à très haute intensité dans les angles articulaires précis du balancement tardif. Ça m'amène à une réflexion un peu provocatrice peut-être pour stimuler ceux qui nous écoutent et qui bossent dans la prépa physique. Je t'écoute. Si le muscle sert surtout de point d'ancrage et que ce sont les tendons qui absorbent la majorité de l'étirement à haute vitesse, est-ce que la science de la prévention ne devrait pas arrêter de se focaliser de manière obsessionnelle sur la force musculaire pure? Pour se concentrer sur le tissu conjonctif. Ouais, sur l'élasticité et la résilience de nos tendons. Parce que si la peau névrose ou le tendon est trop raide ou fatigué, le découplage échoue. Le tendon s'étire plus assez et bim, la force de traction se reporte sur les fibres musculaires qui sont arrachées de leur ancrage isométrique. C'est une excellente conclusion, et c'est très probablement le futur de la recherche. La gestion de la fatigue tendineuse, l'optimisation de la raideur élastique, la capacité du tendon à stocker et dissiper l'énergie sans s'abîmer, ce sont les prochains grands chantiers de la biomécanique préventive. Eh ben écoute, c'est passionnant. Pour tous ceux qui s'intéressent aux sciences du sport, à l'ingénierie biomécanique ou à la performance athlétique en général, l'examen direct des graphiques de cette étude offre une perspective technique inestimable. Je recommande vivement la lecture, oui. C'est clair. On incite fortement nos auditeurs à lire l'article original dans son intégralité pour apprécier la rigueur de cette méthodologie in vivo. Je rappelle le titre: Fascicle Behavior and Muscle Activity of the Biceps Femoris Long Head During Running at Increasing Speeds, publié en 2024 dans le Journal of Sport Science and Medicine. Un incontournable désormais. Absolument. Et pour s'assurer de ne manquer aucune de nos futures explorations scientifiques rigoureuses de ce genre, on rappelle à tous nos auditeurs de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cette analyse montre bien que le corps humain en mouvement défie souvent nos modèles simplistes. La résilience d'un sprinter, c'est pas juste des muscles qui s'étirent, c'est une incroyable gestion de la tension par son tissu conjonctif. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse.